Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais. Toi, ce qui est dingue, c'est que ah non, c'est mou, non. Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça va. On sait plus quoi dire. Oh putain, on peut jamais rire en fait. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue. Le Juste Bistrot du mercredi, vous le savez, c'est le rendez-vous comme tous les jours. Mais le mercredi, c'est pareil, sauf que c'est mercredi, c'est exactement la même salade. J'espère que ça va, les amis, que vous allez bien. Merci à Kétamien, on commence en fanfare. Kétamien qui va être subprime le 6e mois d'abonnement, merci beaucoup. Cher ami, merci également à Kyle6986 pour le subprime 6e mois. Et on est bon. Et bonjour à tous, bien sûr. Je vois tous les copains qui sont là, prêts à dégoupiller aujourd'hui pour papoter. Vous l'avez vu au titre de l'émission. On a quelques petites actus un petit peu sympas. On va ricaner. Et puis après, partie 3 du documentaire Hold Up. On va en parler, vous le savez, on fait ça 1 à 2 fois par semaine. On remonte un petit peu le temps avec ce documentaire Hold Up, voir ce qui s'est réalisé ou pas. Vous commencez à connaître la chanson You Know de Song. Donc voilà, les copains, J-2, ça y est, on est mercredi. Demain, c'est jeudi. Et vendredi, c'est rugby. Avec un dispositif sur zone à 16h. Et puis après, le reste appartient à l'histoire. Donc, on fera un juste bistrot d'échauffement au rugby. On fera tout le début d'après-midi ensemble. Je vous le dis, vendredi, voilà. Rien n'est prévu au programme. Le matin, je répète le spectacle. Et l'après-midi, on fera un juste bistrot ensemble, 14-16h, pour s'échauffer, se mettre dans l'ambiance, profiter un petit peu de tout ça, qui est quand même un juste bistrot pour le Grand Chelem. Et puis voilà, les amis, le programme qui vous attend pour cette fin de semaine. Voilà, ça c'est cool. Ça fait plaisir. On aime tout ça, les copains. Donc aujourd'hui, pour commencer un petit peu rugby, je voulais vous partager une séquence. Vous le savez, je l'aimais bien, ça me fait marrer. Puis ça fait toujours plaisir quand on se fout de la gueule des Anglais. Vincent Moscato, c'était hier en direct dans le Moscato Show, qui se fout de la gueule des Anglais. Moi, ça me parle, ça me chuchote à l'oreille, on aime beaucoup. Ouais, bougez pas, la transition était belle, t'as vu? J'avais trouvé un truc, mais bon, c'est pas grave. Mais ils sont toujours Marleur, ils n'en ont pas un autre que Marleur. Non, mais il n'est pas titulaire. Mais dans le groupe, il est gentil, Marleur, là, mais ça coupe un mulet, là. Il a des déplacements d'un camion dans le Tourmalet. Il n'avance plus, il ne faut plus un pied devant l'autre. Jamie George, le talonneur. Ouais. Nul. Mais que je te dis nul. Lui, je crois qu'il y a longtemps que je n'avais pas vu le propre comme ça, je te jure. Mais Jamie George, il a des gougouttes. On dirait qu'il a des nichons. C'est pas possible. Mais il a des tétounis. Il a des tétounets. Écoute, mais non, parce que nous, on est des vieux monsieur. Ils en sont D'accord, je pense que tu es plus affûté que lui. Oui. Voilà, Jamie George, le talonneur anglais, nul, on peut le dire. Voilà ce qui augure de belles choses. On pourrait croiser la route des Anglais dans le tournoi, pour tout vous dire, d'ici la demi-finale. Voilà, d'ici la demi-finale. Mais il faut que les Anglais se sortent premier ou deuxième de leur groupe, ce qui est normalement possible, mais c'est faiblard. C'est faiblard, les Anglais. Et je pense que les plus grosses surprises, les copains, on en reparlera vendredi. On va se mettre dans le thème vendredi. Mais les plus grosses surprises seront dans le groupe C. À mon avis, je vous diffuse les groupes d'ailleurs. Si ça vous intéresse, je veux dire, bon, faites ce que vous voulez. Hein. Regardez, bougez pas, je change d'écran. Paf, voilà, on en reparlera vendredi, mais vous voyez, voilà, les différents groupes. Poule A, celle de la France, Nouvelle-Zélande, France, Italie, Uruguay, Namibie. Poule B, Afrique du Sud, Irlande, Écosse, Tonga, Roumanie. Donc ça, ce sera le tableau de gauche. Tous les favoris sont dans le même tableau, ce qui fait qu'en quart, on peut se retrouver contre l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Donc ça va déjà être un match énorme. Et en demi,
on rencontrera le premier ou le deuxième de la poule C ou D, c'est-à-dire poule C, Galles, Australie, Fidji, Géorgie, Portugal. Alors Pays de Galles, des pompes à vélo en ce moment, des nuls, bidon, Pays de Galles. Je vous dis que dans la poule C, les Fidji sortiront deuxième. Les Fidji battront le Pays de Galles. Ce sera un match d'ailleurs très intéressant qui aura lieu dès dimanche, ce dimanche-là à 21h. Ça va être un match génial et je pense que les Pays de Galles vont se faire exploser contre les Fidji. Après Australie-Fidji, il faudra voir, mais en tout cas Fidji qualifié, Pays de Galles à la baraque. Et poule D, Angleterre, Japon, Argentine, Samoa, Chili. Alors Argentine-Angleterre, ça va être dès samedi à 21h. Très intéressant parce que l'Argentine peut taper les Anglais, c'est tout à fait possible, mais je pense quand même que les Anglais finiront deuxième. J'ai du mal à voir que ça va être vraiment la bérésina pour les Anglais qui se fassent taper derrière par le Japon pour être éliminés. Je ne suis pas certain, mais on verra. Après, voilà, tout ça est dit, bien sûr, hein, vous connaissez, mais qualité en pronostic, donc prudence, un trait danger, deux traits sécurité, comme disait Pierre Palmade, évidemment. Alors, les amis, aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs sujets. Décidément. Alors, on le précise parce que maintenant, c'est vrai que c'est important de le dire. Je ne tape pas sur la France Insoumise, je tape sur les têtes médiatiques du parti qui sont vraiment qui sont mauvais comme des cochons, et je pense qu'ils nuisent avant tout à leur propre parti, à leur propre cause. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de ça, je voulais revenir avec vous là-dessus. On a eu un sondage de Libération, c'était hier, qui évoquait tout ça, et un sondage donc, qui questionne un échantillon qu'on imagine totalement subjectif, totalement objectif et compagnie. Et regardez ce sondage, il y a un tableau qui est très intéressant concernant Marine Le Pen. Alors, avec une plus caricaturale, tu peux pas. Hein, c'est-à-dire extrême droite, le sondage qui fait peur. Voilà. Si vous n'aviez pas assez peur, là, ils te le disent. Là, ça fait peur. Et on a ce sondage-là qui est quand même riche en enseignements. Voilà, vous voyez, sondage Marine Le Pen. Avez-vous une opinion positive ou négative concernant Marine Le Pen? Donc, positif 37%, négatif 51%, moins 13 d'évolution depuis novembre 2021. Donc, ce qui dit que aussi du côté du RN, ça se pète la gueule, hein, qu'on se le dise. Et c'est ce sondage-là qui est ici, là, en bas à gauche. Diriez-vous que Marine Le Pen, oui, non-réponse, non, en fonction de plusieurs questions. Et par exemple, hein, ce qui est intéressant, c'est là... Alors, pardon, c'est le deuxième, excusez-moi, je vous dis des bêtises, excusez-moi, c'est celui de droite. Le Rassemblement national et la France insoumise. Diriez-vous que le Rassemblement national est plus ou moins que la France insoumise? Et c'est intéressant parce qu'on voit que radical, il y a quasiment égalité, hein, 25 contre 27. Il y a ni plus ni moins 33%, non-réponse 15. Et compétent, c'est assez dingue. Hein, compétent, RN 35, moins, la France insoumise 18. Et ni plus ni moins 33, non-réponse 14. Donc on voit que le sondage est très intéressant et démontre que, on nous dit un sondage réalisé par Via Voice pour Libération, interview effectuée en ligne du 18 au 21 août 2023, échantillon de 1001 personnes représentatives de la population résidant en France métropolitaine âgée de 18 ans et plus. On voit quand même que la balance s'équilibre et c'est assez dingue. C'est vraiment assez dingue. Aujourd'hui, d'après ces sondages-là, alors qu'ils valent ce qu'ils veulent, hein, qui valent, oh putain, c'est compliqué. On voit qu'il y a un rapport où on a cette impression que la France insoumise se tire une balle dans le pied. Et aujourd'hui, je l'avais déjà dit, mais je le redis tout à fait sincèrement, je pense que la France insoumise aurait vraiment intérêt à changer les têtes d'affiche parce que derrière, il y a des gens qui poussent et qui me semblent bien plus méritants, notamment dans leurs apparitions médiatiques. Et là, ça commence à tourner au suicide quand on voit les Bompard, Boyard et compagnie. Je ne sais pas ce qu'en pense l'ami Volker Schulze. Je sais qu'un fidèle de juste milieu que je salue et qui j'ai cru comprendre de quel bord il était, mais je serais ravi de que tu dises ce que tu en penses sur ce côté-là, qui est mon opinion, hein, que les têtes d'affiche nuisent au parti plus qu'autre chose et contribuent en fait à sa progressive, lente, mais certaine descente politique. Donc, affaire à suivre là-dessus. Ensuite, donc, je vous disais par rapport à ça, Manuel Bompard, du coup, qui est pour moi dans les têtes d'affiche qui sont cata. C'est-à-dire, pour moi, vous enlevez à la LFI, hein, pas NUPES, à la LFI, vous enlevez Bompard, Boyard, Caron, qui est un opportuniste terrible. Pour moi, déjà, vous faites de l'air et vous mettez Clémence Guettet, on la voit très peu, par exemple.
Clémence Guettet, on la voit trop peu, à mon avis. Une fille compétente qui maîtrise les dossiers et on ne comprend pas pourquoi les têtes sérieuses, ils les mettent derrière. Regardez aujourd'hui, par exemple, Corbière. Je suis loin d'être d'accord avec lui, mais Corbière, on ne le voit plus. Corbière, Garrido, on ne les voit plus. Alors, il y a un bruit de scission. Il y a des rumeurs de scission qui se précisent ces derniers temps, mais alors Mathilde Panot, disons que c'est l'entre-deux. Je trouve Mathilde Panot, c'est l'entre-deux. Mais Clémence Guettet, c'est regrettable. François Ruffin, pareil. On a l'impression que s'il veut faire quelque chose, il faut qu'il sorte du parti. Enfin, c'est assez terrible. C'est assez terrible. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire de ça. Merci à mon Karim qui vient de sub 16e mois. Merci beaucoup. Et, euh, et donc, Bompard, pour moi, mais une pompe à vélo terrible. Je suis désolé, mais vraiment, et c'est pas du délit de sale gueule, c'est une énorme pompe à vélo. Et il s'est fait étrier par Sonia Mabrouk aujourd'hui sur toujours cette question d'Abaya, parce que forcément, la France insoumise, dans son déni de voir un aspect religieux, je l'ai déjà dit il y a quelques jours et je le redis, la question n'est, enfin comment dire, c'est pas parce qu'on reconnaît l'aspect religieux que ça devient bien ou pas bien, mais Bompard s'enfonce avec sa déclaration qui est de dire c'est aux religions de fixer les signes religieux. Et regardez, hein, ça dure 2 minutes, c'était sur CNews Europe 1 ce matin. Bompard s'est fait étrier et contribue une fois de plus à enfoncer la France insoumise comme un parti d'idéologues opportunistes qui ferment les yeux sur la réalité du terrain. On va parler, j'ai vu dans le chat certains qui en parlent, on va parler de Gaspard Proust, qui l'a aussi étrié, décidément, c'était la journée de Bompard aujourd'hui, qui s'est fait étrier d'une manière différente, mais que je trouve très intéressante aussi. Alors je prends les messages dans le chat, parce qu'il faut, je suis ravi d'avoir vos avis, les amis, pour justement discuter, creuser ce sujet-là, et prendre l'avis de tout le monde. Il y a mon Sebseb 76600 qui dit « Il a raison et elle a tort. Rémi, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Par rapport à quoi, cher ami ?» Dis-moi, on prend les différents messages et je vous partagerai mon avis aussi. Volka Schulze qui dit par contre l'argument en Iran, blablabla, on est en France, bordel. Bah oui, mais les religions dépassent les frontières. C'est là où. Là, je te rejoins peut-être pas sur là-dessus. Mais on a quoi d'autre Twitch me rigole. Quand c'est pas Macron en face, les journalistes se lâchent. Là, je suis bien d'accord. Donc, je vois les autres messages. S'il y a d'autres messages, les amis, n'hésitez pas à partager votre avis là-dessus. C'est d'ailleurs le sondage, hein, pour vous dire, rendez-vous à la farce tranquille à 18h. C'est le sondage de la semaine. Dites, alors il y a quoi Evans Templar R qui dit « Ce n'est pas un signe religieux, c'est pour ça que toute la religion islamique et islamiste s'en mêlent. » Argument qui se tient de la part des ahuris. Voilà. Volka Schulze qui dit du moins une démocratie. Mais c'est pas parce que c'est une démocratie qui est bien. Ça, malheureusement, on l'a assez constaté sur Juste Milieu. Aujourd'hui, l'argument on vit en démocratie, quand on voit ce qu'on a eu, je ne suis pas certain que ce soit forcément beaucoup plus positif. Je ne dis pas que c'est moins bien, mais je dis pas que c'est plus positif. Et mon Sepsep 60600 qui dit « Je n'aime pas ce débat de merde, mais ces news sont vraiment de plus en plus des suppôts. » Alors ça, voilà, je vais vous partager mon avis. Les copains, je vous laisserai réagir. Je crois que... tout le monde ferme les yeux là-dessus parce que ce sujet-là fait peur. Ce sujet-là fait peur, mélange beaucoup de choses. On parle de religion, on parle d'islam, on parle d'une religion qui fait débat en France depuis l'affaire du voile de Creil dans les années 90. Il s'est passé énormément d'événements qu'il faut lier ou pas à la religion de l'islam. Ça, après, c'est déjà des débats. Hein. Est-ce que les attentats terroristes islamiques doivent être liés ou pas? Ce sont des débats très compliqués, très lourds de sens, avec beaucoup d'autocensure, il faut aussi le rappeler. Beaucoup de gens, je pense, ne livrent pas leur vrai avis. Et donc, ces débats-là sont compliqués, on le sait, on le sent. Et là, aujourd'hui, on a des arguments qui vont dans tous les sens. Des arguments qui vont dans tous les sens. La situation est tellement absurde et a tellement dégénéré que même l'extrême droite ne met pas son grain de sel là-dedans, parce qu'ils ont compris que les seuls à pouvoir gagner quelque chose, ce sont eux. Donc, ils disent rien. Ils disent absolument rien. Et ils attendent que ça se passe. Moi, je trouve sincèrement que on refuse d'aborder vraiment la question. C'est-à-dire que la considération que l'on a en France sur la laïcité, comment on la conçoit, est-ce que c'est la liberté des cultes de s'exprimer comme ils le veulent sans que l'État n'intervienne, ou l'encadrement par l'État de l'exercice des cultes, mais un encadrement qui doit se faire à égalité entre tous les cultes. Donc on a en fait deux visions qui ne sont pas assumées. Donc
personne ne sait vraiment ce que l'État peut faire, ce que l'État doit faire. Il n'y a aucune autorité réelle par rapport à ça. Donc, tout le monde a plus ou moins sa conception. Et aujourd'hui, de par un souci démographique, les musulmans de France sont de plus en plus nombreux. Et c'est le signe d'une vivacité démographique. Là encore, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais tout ça s'accompagne, bien sûr, d'une volonté de vivre son culte. Donc, à partir de là, quand aujourd'hui j'entends des arguments, ah ouais, mais abaya, ça veut dire robe en arabe, paraît-il. Alors, je ne parle pas l'arabe, je laisse ça, le soin à ceux qui le parlent. Apparemment, abaya, ça veut dire robe, donc on va pour interdire la robe. Je veux dire, au bout d'un moment, là, on prend vraiment les gens pour des imbéciles. Emmanuel Bompard qui arrive, et Jean-Luc Mélenchon avant lui, qui disait ça n'a rien de religieux, faut arrêter. Si ça n'avait rien de religieux, pourquoi l'abaya était obligatoire en Arabie Saoudite jusqu'en 2018, pays sous le règne de la charia? Au bout d'un moment, on ne voit pas d'abaya en Israël, on ne voit pas d'abaya au Vatican. Alors on va me dire, oui, mais si on considère que c'est une robe, non. Si ça s'appelle abaya, ça s'appelle abaya, sinon ça s'appellerait une robe. Donc, au bout d'un moment, je crois que ces débats-là sont très compliqués. Il y a beaucoup de mauvaise foi, il y a beaucoup d'opportunisme, politique en l'occurrence, avec Emmanuel Bompard qui surnage complètement. Et on l'a vu, vous savez que c'est un exemple que j'aime bien donner, mais la France insoumise, aujourd'hui, je pense sincèrement, c'est que mon avis, hein, je pense sincèrement que la France insoumise, enfin, en tout cas, les têtes médiatiques, je le redis, c'est très important. J'ai même plus envie de parler de la France insoumise parce que, en tant que parti, parce que pour moi, ces gens-là nuisent plus à leur parti qu'autre chose. Et j'ai plutôt envie de parler des individus parce qu'au fond, je crois que le projet politique de la France insoumise n'y est pour rien si leurs dirigeants sont des pompes à vélo. Manuel Bompard, au fond, je crois qu'il ne comprend même pas de quoi il parle. En vérité, le sujet est bien plus grand que lui, bien plus complexe. Et c'est de l'électoralisme clair. C'est de l'électoralisme clair, sauf que ces gens-là n'ont toujours pas compris qu'ils ils pensent pouvoir parler et attraper le vote de certaines parties de France, de certains électorats, notamment l'électorat musulman. Et ils pensent qu'en défendant comme ça, bec et ongle, aveuglément et bêtement, le port de l'abaya, ils pensent que électoralement, ils vont en retirer les fruits. Mais on l'a vu quand ils ont voulu faire de la récupération avec Carlos Martins Bilongo qui s'est rendu à Nanterre suite à la mort de Naël. On a vu, il s'est fait frapper, il s'est fait insulter. Donc Manuel Bompard, s'il était si sûr de son coup, qu'il aille dans une mosquée, alors même si du coup ça n'a rien de religieux, alors qu'il aille dans une église, il va où il veut. Il faudra qu'il trouve un endroit pour s'exprimer, là où il pense que les gens le soutiennent, là où il pense que les gens sont d'accord avec lui. C'est ce qui est terrible aujourd'hui. C'est ce qui est terrible. Et tout ça en plus, avec un aveuglement qui est sidérant. Ce débat-là est exactement le même débat que le port de la burqa, le port du voile ou autre. Et on vient complexifier les choses, on vient complexifier les termes avec des partis politiques qui rajoutent leur sauce et on n'y comprend rien. Mais on n'a pas d'autorité qui permette aujourd'hui de régler ces débats-là ou d'imposer une vraie vision de la laïcité et égale pour tout le monde. Donc forcément, on en arrive à ce genre de séquence. Et je crois que plutôt que de longs discours, Gaspard Proust a dans une séquence, alors il est là pour une chronique humoristique, mais qui n'est pas forcément si drôle. Gaspard Proust s'est farci Manuel Bompard, et je crois qu'il n'y a pas plus à dire. Je vous montre la séquence, c'est magnifique et ça en dit long. Et regardez la réponse, bien sûr, de Manuel Bompard à la fin. C'est plaisant, c'est plaisant. J'ai vu, pardon, merci de me l'avoir redit dans le chat, je n'ai pas vu, pardon, merci à l'incroyable Notidi pour le raid, merci beaucoup les copains. Désolé, j'étais embarqué dans le débat, pardon, toutes mes excuses, bienvenue dans la maison juste au milieu. Donc, c'est vrai que la réaction de Bompard fait mal au cœur. Et c'est là où, par contre, et vous savez mon point de vue, vous le comprenez, c'est là où, par contre, un Mélenchon, je pense, s'en serait pris de manière un petit peu plus mordicus à Gaspard Proust. Enfin, encore Mélenchon d'il y a 10-15 ans. Mais c'est vrai que Bompard, c'est dingue. Bompard, je pense que, sincèrement, je crois qu'il n'est pas au niveau de ces débats-là, malheureusement. Et donc, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il défend une position qui est nulle et non avenue. C'est-à-dire sa position sa conception de la laïcité. Je veux dire, c'est complètement dingue, complètement sidérant. Mais bon, bref, les amis, on va enchaîner aujourd'hui avec, vous le savez, c'est Hold Up, partie 3, le bloc de 25 minutes, on fait par bloc de 25 minutes, je vous avais expliqué, pour revoir ce documentaire, voir ce qui s'est appliqué ou pas. Je papote comme je peux s'il y a besoin, sinon je ferme mon bec et on continue. Et 20K91 qui dit mais ça va cristalliser les esprits et les débats encore longtemps, serait temps de passer à autre chose. Juste pour finir là-dessus, moi je pense que c'est précisément le piège, c'est que tant que nous n'aurons pas un véritable débat et un encadrement clair de la laïcité là-dessus, ça va continuer à progresser.
Et que ce soit aujourd'hui sur la religion islamique, mais peut-être une autre religion demain. C'est pas tant la question de la religion, c'est juste que quand à chaque fois vous mettez une soupape supplémentaire, un jour vous vous retournez et vous comprenez tout ce que vous avez accepté et ce que vous êtes en train de perdre. Donc c'est le cas pour cette situation-là, mais c'est le cas pour plein d'autres situations. Donc il faut aujourd'hui savoir ce qu'on veut sur ce projet-là. Et moi, je milite à titre tout à fait personnel pour un encadrement réel de la laïcité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on concentre le débat sur la baya, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas... enfin, d'ailleurs, cette loi existe déjà, donc c'est un peu con, mais pourquoi ne débattre que de la baya? On fait un encadrement clair et dire à l'école, aucun signe religieux, point. Kippa, abaya, voile, croix de Jésus, auge, ce que vous voulez, mais point. Donc, c'est juste ça que je regrette, c'est qu'effectivement, on a des politiciens qui savent qu'en ciblant sur une religion spécifique, ça va rendre le débat complètement fou. Euh, et donc, ça va cristalliser et effectivement, ça va focaliser pendant que derrière, ils continuent de faire leur dinguerie. Donc, c'est ça qui me chagrine. Mais Trac le dit dans le chat, c'est déjà dans la loi, dans l'absolu, je suis tout à fait d'accord. Il suffirait simplement d'appliquer la loi. Et Volka Schulze qui dit on ferme les écoles catho. Alors, là, par contre, là-dessus, j'ai un avis là encore qui est tout à fait personnel. Je pense que comme aux États-Unis, la laïcité ne peut se constituer dans un État qui ne reconnaît pas son histoire. Et donc la France a un héritage judéo-chrétien, ce qui n'est pas une raison d'exclure les religions aujourd'hui, on le voit. Il y a de plus en plus de mosquées qui ouvrent, il y a de plus en plus de synagogues, enfin tous les cultes sont respectés et protégés. Mais je crois qu'un État qui se prétend laïque sans reconnaître son histoire et sans assumer quoi que ce soit, du coup, c'est un État qui est ouvert aux quatre vents et qui ne peut pas se situer, qui ne peut pas se stabiliser. Aux États-Unis, vous avez la liberté de culte, pourtant le président jure sur la Bible. Et donc, ça ne pose pas de problème. C'est juste un cadre d'exercice qui est clair. Donc, aujourd'hui, pour moi, il y a des écoles catholiques, il y a des écoles islamiques, quand elles respectent la loi, tout comme les écoles catholiques, tout comme les écoles juives et autres. Tout ça se fait dans le respect de la loi, tout ça existe, avec un encadrement clair, avec un respect des lois. Donc là, je pense qu'en plus, c'est un petit peu de mauvaise foi de dire ah oui, donc on interdit la baya, il faudrait interdire les tenues pour les sœurs, par exemple, dans les couvents. On mélange tout, et du coup, c'est de très mauvaise foi dans la mesure où si on accepte la déclaration de Bompard de dire que ça n'est pas religieux, après tout, moi, je peux vous dire que la tenue des bonnes sœurs n'est pas plus religieuse que la baya, après tout. Et Volka Schulze qui dit donc, ok, on continue un peu ce débat parce que c'est intéressant. Volka Schulze qui dit, ok pour les écoles privées, mais le public, on dit aux gens quoi faire. Mais absolument, on dit aux gens quoi faire. Mais comme partout, le code de la route, on dit aux gens ce qu'il faut faire. Il faut aussi accepter qu'à un moment donné, ça a été complètement dévoyé sous Macron, et ça, je pense qu'on se rejoint. Mais à un moment donné, la loi est aussi là pour dire aux gens ce qu'il faut faire. Enfin, il faut arrêter il faut pas non plus s'énerver à chaque fois que l'État, qui a le monopole de la violence légitime, ce qui a été complètement dévoyé, ça on est d'accord. Mais oui, c'est à l'État de régir ce que les gens doivent faire. Sinon, c'est sinon on est dans une société que pouvait décrire Thomas Hobbes au 19e, c'est-à-dire l'homme est un loup pour l'homme, chacun fait ce qu'il veut, et puis c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Mais moi, je suis tout à fait d'accord pour que oui, l'État dise dans les écoles de la République, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, bien évidemment. Bien évidemment. Je suis complètement d'accord avec ça. Enfin, d'ailleurs, je vois même pas où est le problème. Parce que, enfin non, sincèrement, Volker Schulze qui dit, ouais, moi, mon principe, c'est tout le monde ou personne. Mais enfin, j'ose imaginer, tu vois, quelle est ta conviction politique, mais si on se place dans la position de Manuel Bompard, de dire que la baya n'est pas un signe religieux, donc on légifère sur une robe qui concerne tout le monde, on est d'accord. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le discours de la France insoumise aujourd'hui, c'est de dire l'État pointe du doigt les musulmans, or ça n'a rien à voir avec la religion. Donc si ça n'a rien à voir avec la religion, LFI ne peut pas reprocher au gouvernement de pointer du doigt les musulmans. C'est là où on voit bien la mauvaise foi. Je ne comprends pas ce débat-là. Vraiment, je ne le comprends pas. Après, tout ce qui est opportunisme politique, médiatique, on en a parlé. Ça, il n'y a pas de problème. On va pas faire 3 heures là-dessus. On est tous d'accord. Mais ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a une mauvaise foi à tous les étages. Je veux dire, la France insoumise, je vous le dis comme je le pense, dit de la merde. C'est pas plus compliqué que ça. Ils disent de la merde. Parce qu'en plus, ça émane de gens qui disaient le contraire il y a 10 ans. Et en l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon. Donc, pour moi, c'est du positionnement politique qui ne mérite... Enfin, leurs propos méritent d'être jugés à la lumière de leur intérêt électoral.
Donc à partir de là, il y a pas plus de raisonnement à faire. Je veux dire, Manuel Bompard a une vision de la laïcité qui est sidérante. Quand il vous dit c'est aux religions de fixer ce qui est un signe religieux, il faut se rendre compte que demain, un imam peut dire ben en fait la burqa c'est absolument pas religieux. Donc plein de femmes vont mettre la burqa et dans ce cas-là il va dire quoi Manuel Bompard qui est issu d'un parti qui défend la cause des femmes, rappelons-le. Donc une femme qui n'est pas visible dans la rue, ce qui d'ailleurs rappelons-le est interdit par la loi, indépendamment de la question des religions. Vous ne pouvez pas sortir le visage masqué dans la rue. Hors période Covid, on est d'accord. Mais déjà, si on appliquait la loi, ce serait bien plus simple. La question, c'est, et là où je pense qu'on peut se rejoindre, c'est qu'il ne faut surtout pas focaliser une religion. Parce que là, vous proposez un débat qui est biaisé et qui pointe du doigt des gens. Mais la question de l'abaya, je veux dire, on le voit dans des pays musulmans, de culte musulman, on voit bien que ça peut être imposé dans des pays qui ont cette religion-là. Pourquoi le nier? Je veux dire, pourquoi le nier? C'est sidérant. Je veux dire, c'est sidérant. Au bout d'un moment, c'est une mauvaise foi terrible d'un Mélenchon qui disait, je vous ai montré la séquence hier, il y a 10-12 ans, il disait on ne veut pas de gens déguisés en afghanes dans les écoles. Mais rendez-vous compte si seulement Marine Le Pen disait ça aujourd'hui. Donc, au bout d'un moment, je pense que ces gens-là sont contradictoires, sont électoralistes. Et moi, ça m'embête vraiment. Et Volker Schulze, je suis content, on a peut-être intérêt à d'entendre. Tu dis, je suis d'accord, si déjà on défendait mieux les femmes, elles pourraient choisir plus facilement. Voilà, déjà ça, en fait. Ce que je ne comprends pas, en plus, je veux dire, indépendamment de ça, c'est qu'on a un débat où aujourd'hui, il est vrai que, comment dire, on a un parti qui s'impose et qui, de toute façon, c'est toujours l'équation que je n'arrive pas à résoudre et même à comprendre. En Iran, des femmes se battent pour enlever le voile. En France, la France insoumise se bat pour qu'elle puisse le mettre. Donc, au bout d'un moment, il faudra un jour résoudre cette équation pour un parti qui prône la défense des femmes. Je crois qu'au bout d'un moment, il faut l'accepter. Et Jarel 34 qui dit Rémi, tu ne mélanges pas le problème du communautarisme avec celui de la religion. Mais bien sûr que si. Parce qu'une communauté, elle peut être d'origine. Elle peut être d'origine géographique, elle peut être d'origine sexuelle. Donc, on se rapproche entre homosexuels, entre hétéros, ce que vous voulez. Et elle peut être d'origine religieuse. Donc, bien sûr que je lis religion et communautarisme, bien évidemment. Et Volker Schulze qui dit il y a des gens qui se battent pour leur enlever aussi alors qu'elles veulent le garder. Mais je suis d'accord, je comprends bien les deux. Mais si tu veux, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on a un jour Sandrine Rousseau qui vient expliquer dans une manifestation dans laquelle elle se fait siffler il y a un an et demi. Sandrine Rousseau qui arrive, qui dit il faut défendre les femmes iraniennes à qui on impose le voile. Donc un voile de tradition musulmane imposé pour qu'on le mette sur la tête des femmes. Alors qui l'impose? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est leur mari? Est-ce que c'est machin? Je ne veux pas parler. Je ne connais pas suffisamment le sujet. Je ne suis pas en Iran pour dire, mais il y a une logique d'imposition. Et on passe la frontière française et on a le même débat où on dit il faut se battre pour qu'elle puisse le mettre. Mais où est passée la logique d'imposition? Que ce soit de la société, de la religion, du père, tout ça. Je ne me positionne pas par rapport à ça. En revanche, je ne comprends pas le fait que cette logique d'imposition, de port imposé de ce signe religieux, disparaissent comme ça en un claquement de doigts parce qu'ils ont décidé. Pour moi, ça s'appelle de l'électoralisme. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, au bout d'un moment, je trouve que la France insoumise commence même petit à petit à avoir une position dangereuse. Je crois qu'il faut le voir comme c'est. Ils disent tout et le contraire à quelques années d'intervalle par pur électoralisme. Mais ça va jusqu'où, en fait? Ça peut aller jusqu'où? C'est pas beaucoup mieux chez les autres, hein, parce que je vois déjà venir les arguments, tu t'acharnes sur LFI et tout. En l'occurrence, ce sont eux qui prennent ces positions-là. Mais par contre, moi, je veux juste savoir jusqu'où peut aller leur aveuglement. C'est juste ça. Donc, on passe à Hold Up, les amis, on en reparlera demain si vous voulez. On pourra. Enfin, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais je parle d'actualité. Donc, n'en déplaise à certains dans le chat, je parle d'actualité, donc je suis obligé de suivre les sujets d'actualité. Et Volker Schulze qui dit chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Ce qui se passe en Iran concerne l'Iran, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on parle d'une religion et on peut voir ce qui se passe dans différents pays en rapport avec cette religion-là. Et que pour moi, si on ne parle pas de ces sujets-là, dans ce cas-là, on ferme les yeux. On n'active pas nos neurones et on gobe. En temps de Covid, vous ne m'auriez pas dit, viens, on arrête de parler du Covid. Donc je pense que ces sujets de société portent très bien leur nom et qu'il faut justement en parler pour rester attentif et vigilant
même quand parfois ça nous déplaît. Voilà les amis. On passe à Hold Up sans aucune transition, la preuve, tu vois, on parle du Covid. On part sur Hold Up, 3e bloc de 25 minutes. On va aller jusqu'à 1h15 aujourd'hui, les amis. Et ça commence avec le professeur Raoult, figure contestée. An important multi-center study was undertaken against... J'ai shippé la version en anglais. Bougez pas, j'arrive. Alors là, par contre, c'est sûr que... Ah, on n'est pas sorti du chou-fleur avec ça. Voilà. 60 millions de Français ont eu accès à l'interview à l'audition d'Agnès Buzyn devant l'Assemblée nationale, où elle patauge complètement, elle a des trous de mémoire, puis la seule chose qui vient à l'esprit, c'est les gens prennent trop de médicaments, donc j'ai décidé de supprimer celui-là. Mais je veux dire, comment est-ce que ça ne lui a pas coûté son poste, et comment ça n'a pas fait sauter le gouvernement? La bataille commence, le gouvernement a bien sonné le clairon. 7 mois plus tard, elle dure encore. Le champ de bataille, les plateaux TV, investis par des médecins auréolés de leur titre de chef de service, comme Karine Lacombe, l'une des nombreuses cautions scientifiques du gouvernement. Elle seule interviendra au moins 21 fois en 2 mois sur les chaînes d'infos. Le discours forcément est bien rodé. Dès le début, tous les médecins qui utilisent la chloroquine ont émis un signal d'alerte en disant attention, ce n'est pas un médicament anodin, comme tous les médicaments ont des effets secondaires. Il faut tout le temps, quand on utilise un médicament... Petite première pause, je vais remplir ma gourde. Bougez pas, j'arrive. Je reviens à toute vitesse, les amis. Je vous laisse avec le documentaire, je reviens dans... Faire la balance entre le bénéfice et le risque. Le problème de la chloroquine, c'est que on n'avait pas jusqu'à présent montré de bénéfice, donc il fallait se mettre en condition pour montrer qu'il y a un bénéfice à prendre la chloroquine. En revanche, comme c'est un médicament qui est utilisé depuis longtemps, on connaissait parfaitement les risques d'utilisation de ce médicament. Et donc, quand le risque devient plus important que le bénéfice, évidemment... Quand on est médecin, il y a un adage qui est extrêmement important à suivre, qui est primum non nocere, c'est-à-dire que on ne doit pas causer de tort en tout premier. Le tout premier, c'est ne pas causer de tort. Quand on accuse un médicament, on regarde les études de pharmacovigilance. Je me suis rapprochée du directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament, Monsieur Martin. Et je lui ai demandé qu'il me fournisse toutes les données concernant l'hydroxychloroquine, son utilisation, son usage et les effets secondaires de ce médicament. J'ai dû demander au moins 4 fois. J'ai fini par avoir une réponse. Depuis ces 4 dernières années, plus de 3 millions de comprimés d'hydroxychloroquine avaient été distribués en France. Encore une fois, je vous le rappelle, en vente libre, sans ordonnance. Il y a eu malheureusement 2 personnes qui sont décédées alors qu'elles prenaient de l'hydroxychloroquine. Une personne, c'est malheureux, qui a fait le choix de se suicider à l'hydroxychloroquine. Donc la personne avait pris je ne sais combien de boîtes, et oui. Une autre personne, une personne âgée, qui avait au moins 10 molécules différentes, et l'imputabilité de l'hydroxychloroquine par rapport au décès de cette personne n'a jamais été prouvée. Primum non nocere, c'est-à-dire que on ne doit pas causer de tort en tout premier. C'est pour moi une honte parce que il y a des milliards de gens qu'on a pris sur la planète, soit l'hydroxychloroquine, soit la chloroquine. Mais après, quand l'agence du médicament a crié au loup en disant il y a beaucoup de crises cardiaques, les crises cardiaques n'étaient pas du tout dues à l'hydroxychloroquine, elles étaient dues au virus responsable de la Covid-19. Mais voilà, ces médecins irréprochables qui ont inondé les plateaux pendant le confinement ont aussi oublié de déclarer aux chaînes de télévision qu'elles travaillaient aussi pour l'industrie pharmaceutique. Karine Lacombe a touché plus de 200 000 euros des labos, dont un qui est toujours en course pour rafler le jackpot du traitement contre la Covid. Mais le plus gros mensonge vient... J'arrive au bon moment. Et c'est vrai que les conflits d'intérêts, ça clairement c'était avant Covid, pendant Covid, après Covid. Ça malheureusement, on est au clair. Viendra encore de scientifiques, considérés cette fois comme intouchables. Il aura des conséquences considérables, irréparables. Le 22 mai, coup de théâtre pour tous les scientifiques, médecins et soignants du monde, et coup d'arrêt pour le vieux médoc du doc. La prestigieuse revue, derrière laquelle courent tous les chercheurs de la planète, enterre définitivement l'hydroxychloroquine. Là, le système est devenu fou. Là, les moyens sont incroyables. On prend le sein du sein, c'est-à-dire le Lancet. Une génération comme la mienne, publié de Lancet, c'est la Légion d'honneur, quoi. C'est-à-dire, c'est énorme.
Et donc, là, brutalement, on voit dans le Lancet que l'hydroxychloroquine, non seulement ne marche pas, mais est extrêmement dangereuse. Réaction immédiate en France et ailleurs, l'hydroxychloroquine est définitivement interdite. Le traitement est retiré des 3 études cliniques en cours, même si plusieurs médecins généralistes s'aperçoivent vite de la supercherie. Le docteur Véran, neurologue, lui n'a rien vu, ou n'a rien voulu voir. Et pourtant, à l'époque, il ne portait pas de masque. Pas encore. Je regarde, c'était des malades de 5 continents. Dans une étude rétrospective sur 5 continents, c'est beaucoup d'argent. Ça demande des moyens considérables. Mais j'ai regardé quand même si les continents étaient comparables. Parce qu'il faut toujours comparer ce qui est comparable. Et là, je m'aperçois bizarrement qu'il y avait autant de fumeurs en Afrique qu'en Europe, autant de diabétiques aux États-Unis qu'en Afrique et en Europe. Et ça, c'est impossible. Et en fait, lorsque vous faites une étude, vous confiez vos données à une boîte statistique qui fait des statistiques. Bien, cette boîte était fake, était fausse, elle n'existait pas. Et donc, c'était... Alors, la question, et j'espère qu'on le trouvera, et j'espère que la justice américaine ira jusqu'au bout, qui a payé cette étude? Qui est derrière? C'est un scandale monstrueux. Vous vous rendez compte la gravité? Moi, je pensais que tout allait être réglé quand il y a eu le Lancet Gate, comme on dit, que ça y est, la communauté internationale allait voir qu'il y avait une gigantesque supercherie mondiale. Eh bien non, les gens ont continué à publier des articles contre la chloroquine totalement délirants, comme tout récemment en France. Bon, il n'y a pas que des Français, il y avait des Suisses dans l'affaire. Un article qui a été publié avec notamment Nathan Peffer-Smatcha, qui est un interne à Bichat, qui est un élève de Yazdan Panal, président de Reacting, qui travaille aussi à l'Imperial College à Londres, université à l'origine du plus grand canular, disant qu'il va y avoir 500 000 morts du Covid en Angleterre et même dans d'autres pays européens. Ils ont fait soi-disant une méta-analyse, une analyse de tout ce qui était publié, mais c'est affligeant quand on lit cet article, comment il a pu être publié dans un grand journal, qu'ont fait les relecteurs de l'article. Ils ont analysé 800 articles soi-disant, ils en ont gardé 29, ils ont tout ce qui les arrangeait pas, ils l'ont écarté, ils ont inclus des données qui étaient même pas encore publiées. Cette étude est totalement bidon, mais elle a fait la une de tous les médias pendant 3 jours, en disant non, ça y est, la messe est dite, la chloroquine ne marche pas. Donc vous voyez, la désinformation après l'affaire du Lancet continue. C'est vrai que cette affaire du Lancet Gate, il faut s'y arrêter parce que c'est quand même, je crois, le sommet de la manipulation médiatique et scientifique. Je ne sais pas, dites dans le chat les copains si vous avez des idées, mais j'ai pas un autre exemple d'une si grave manipulation. C'est-à-dire qu'on a vu un truc scientifique bidonné, comme explique le professeur Perron par exemple, on a vu un truc bidonné, complètement bidonné dans la plus grande revue, l'une des plus grandes revues scientifiques existantes, et les médias qui tout de suite ont repris, comme si voilà, c'était une partition d'une même musique, et tout de suite, hop, c'était OK, c'était enterré. C'est hallucinant. Je crois que c'est le sommet vraiment de la manipulation de ce qu'on a pu voir en période de Covid-19. C'est hallucinant. Et encore aujourd'hui, effectivement, d'où l'intérêt de regarder le reportage pour refaire un peu le match. On ne sait pas qui est à l'origine de ça, qui est derrière les financements, qui est derrière tout ça. C'est complètement dingue. Et quand je parle de sommet, c'est aussi le sommet de la décrédibilisation des fact-checkers qui n'ont rien trouvé à redire à cela et qui ont tenté d'enterrer l'affaire tant bien que mal. C'est complètement dingue. Nous partons en Suisse pour rencontrer un responsable de la fraude scientifique à laquelle participait ce jeune interne de l'hôpital Bichat, d'où le surnom par ses aînés de puce au guette. Quand on choisit, c'est ce qu'on appelle du cherry picking en anglais, quand on choisit les études qui disent que, en l'occurrence l'hydroxychloroquine est ou toxique ou un impact négatif ou n'a pas d'impact. Il n'a choisi que il en a choisi 25 je crois sur les 100. Je crois, il me semble 27, mais enfin bref, peu importe. Ils ont fait du cherry picking pour faire dire à l'étude quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que les données empiriques, ce que l'expérience de terrain, je crois que l'hydroxychloroquine elle est prescrite dans des pays qui représentent plus ou moins 4,5 milliards d'habitants sur Terre. Donc c'est gros, c'est tellement gros le mensonge qu'on peut appeler ça fraude, on peut appeler ça manipulation, on peut appeler ça comme on veut. Enfin bref, Caroline, sa mère, qui valide la méthodologie de l'étude, n'a pas sa place dans le milieu scientifique. C'est des gens
dont il va falloir se débarrasser à un moment ou à un autre, et qu'elle ose aller dans les médias pour dire que la méthodologie est bonne et qu'elle la valide, mon Dieu, que dire? J'en perds mon latin encore une fois. Et c'est très grave parce que ces faux articles, frauduleux ou bidons, sont responsables de la mort de beaucoup de gens dans le monde. Ça a été analysé. Quand le Lancet est sorti, dans la plupart des pays du monde, les médecins prescrivaient largement l'hydroxychloroquine. Ils ont dit, peut-être qu'on fait une erreur, maintenant c'est prouvé dans le plus grand journal mondial, on arrête. Et on a observé dans plein de pays, mais très proches de nous, dans la Suisse, mais d'autres pays européens et plus lointains en Asie, en Amérique, on a vu un pic de mortalité pendant 2-3 semaines qui était l'effet Lancet, puisque les gens avaient arrêté de prescrire. Et puis après, quand il y a eu c'est dit dans les médias que l'article était frauduleux, qu'il y a eu la rétractation, les médecins ont retrouvé confiance, ont represcrit la chloroquine et la mortalité est repartie à la baisse. Peut-être qu'on aura le même effet avec cette étude qui vient de sortir la fin août, mais c'est très grave et je pense que les auteurs de ces articles devront un jour rendre des comptes devant l'humanité. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la médecine n'est pas une science. Donc on traite, et on a des procédures aujourd'hui de recherche statistique inspirées d'autres domaines qui font comme si on était dans un laboratoire de physique en train d'étudier des particules. Mais la médecine n'est pas une science parce que l'être humain n'est pas aplatissable à quelques variables. Et donc il y a des questions épistémologiques, déontologiques et méthodologiques extrêmement compliquées autour de la recherche médicale. Et ce que l'immense majorité de la population ignore, c'est que ça fait 15 ans qu'on sait que l'essentiel de ce qui est publié est faux. Et vraiment, ça a été le titre d'un article du professeur John Ioannidis, pourquoi la plupart de ce qui est publié est faux, en 2005, qui a eu énormément de succès. Ça a été un grand coup de tonnerre. Maintenant, c'est un des épidémiologistes les plus respectés au monde. Et puis, dans la foulée, au cours des 15 ans écoulés, tout le monde l'a dit, ou en tout cas, toutes les grandes sources d'autorité crédibles du domaine l'ont dit. Les rédacteurs en chef des revues médicales l'ont dit. Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet, l'a dit en 2016. Au moins la moitié de ce qu'on publie est faux, et c'est faux parce qu'on est captif d'un système obscur qui cherche absolument à mettre en avant certains résultats. L'ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, qui est un des autres grands, a dit « Je ne peux plus croire à quoi que ce soit qui est publié. » Des gens de l'art. C'est comme si le présentateur du journal de TF1 dit publiquement « Je ne peux plus croire à aucune des nouvelles dont on parle. » Vous voyez l'onde de choc que ça représente. Est-ce qu'on ne peut pas admettre simplement que pour l'instant c'est un pari qui marche dans ce moment, mais c'est pas prouvé, ni confirmé, ni infirmé. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. À la télé, pas de changement de cible pour les journalistes. Aucune remise en question, une priorité connue, la recherche du buzz pour divertir l'audimat et gonfler les échos. Il y a une forme, est-ce qu'il y a une forme, je vous pose sans provocation, disons, de mégalomanie assumée chez vous? C'est comme les actes d'Auguste. J'ai fait. Là, c'est votre caractère. Mais est-ce que vous assumez le fait qu'un peu de mégalomanie n'est pas mauvaise dans votre vision du monde? Le prof accuse les coups avant de rebondir et de laisser son interlocuteur à son sourire. Il y a eu une seule bouffée délirante dans l'histoire de l'hydroxychloroquine. Une seule. Mais vous allez me dire le Lancet. L'étude foireuse. Ça, on est bien d'accord. Non, mais n'exécutez pas ça comme ça. Ouais. Vous ne réalisez pas ce qui s'est passé. Bien sûr, ça a été un plantage complet pour eux. Vous ne réalisez pas comment un journal comme ça, des reviewers, des éditeurs, ont pris comme étant possible par des inconnus que l'hydroxychloroquine... Non, on n'est pas d'accord. Laissez-moi terminer. Pouvait tuer 10% des gens quand 2 milliards de gens avaient pris ce médicament sans inconvénient. Comment ils ont pu croire ça? Comment, dans le week-end, le ministre et l'OMS a pu valider ça? Ça s'appelle une bouffée délirante dans le métier psychiatrique. Et quand quelqu'un a une bouffée délirante, vous savez ce qu'on fait quand il est sorti de la bouffée délirante? On lui dit, écoutez, vous vous rendez compte que c'est une bouffée délirante, et s'il n'a pas la critique de sa bouffée délirante, c'est qu'il est toujours fou. Je n'ai pas la réponse à l'heure à laquelle je vous parle. Eh bien, moi je l'ai. Les fous ne sont sans doute pas là où on le croit, du moins là où les médias pensent qu'ils sont. Olivier Véran ne reviendra pas sur sa décision d'interdire totalement l'hydroxychloroquine. C'est effectivement, je suçote un Fisherman Friends en vous parlant. C'est effectivement aussi le gros problème, c'est pour ça qu'on parlait de sommet tout à l'heure, de cette histoire de Lancet Gate, c'est qu'en plus ça avait entraîné la suspension des expérimentations, des tests, des études notamment sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine au niveau européen, au niveau français, c'est-à-dire qu'une étude bidon avait appuyé et entraîné des décisions politiques sur lesquelles ils ne sont jamais revenus, donc c'est complètement dingue.
Les excuses publiques du rédacteur en chef du Lancet, tout comme la rétractation de l'article, n'auront aucun effet. Le mal est fait, et très bien fait. Il sera irréparable. Le Lancet, quand même, c'est terrible, parce que le Lancet, c'est la veille du week-end de l'Ascension, donc ce n'est pas pour rien que c'est fait comme ça. C'est-à-dire que tous les rédacteurs en chef ne sont pas là le week-end. Donc, en général, c'est des gens qui sont remplacés. Donc, c'est extrêmement important de comprendre pourquoi ça a été fait comme ça. Il vous faut quand même facilement 48 heures pour vous apercevoir que c'est un fake. Mais dans 48 heures, c'est plus du tout le sujet. Plus personne n'est intéressé par le Lancet. En résumé, nous avons donc un médicament, l'hydroxychloroquine, bien connu depuis 15 ans pour son efficacité sur les anciens coronavirus, le SARS et le MERS, et même sur l'irréductible dernier, responsable de la Covid-19. C'est l'un des virologues les plus respectés au monde qui l'affirme. Il s'appelle le Dr Zhong. Il a acquis une réputation internationale pour sa gestion de l'épidémie du SARS en 2003. Et c'est encore lui qui a géré la crise sanitaire à Wuhan en février. Il démontre, grâce à des essais cliniques, que l'hydroxychloroquine est efficace sur des malades. En clair, nous avons un médoc qui a déjà roulé sa bosse, dont l'efficacité est démontrée, qui est inoffensif, pas cher, disponible et facile à prendre. Réaction de nos autorités de santé, le 11 mars, ce médicament prometteur et déjà efficace n'est pas retenu pour l'étude européenne Discovery, le seul grand essai européen piloté par l'INSERM. Il sera réintégré de justesse, mais grâce à des pressions dont on ignore la provenance. Car nos élites scientifiques, INSERM en tête, préfèrent miser sur un nouveau médicament, le Remdesivir, déjà testé en Chine, avec à la clé une toxicité avérée pour les reins, un médicament à $3200 et surtout qu'on avale avec une seringue. Pourtant, dès le début de la crise, des soignants français se mobilisent pour mener une étude avec 1000 médecins déjà contaminés. Donc nous avons bâti un protocole, nous avons demandé à la Direction générale de la santé de pouvoir le mettre en application. Le laboratoire Sanofi nous avait même dit qu'il nous fournirait l'hydroxychloroquine gratuitement. Et malgré plusieurs sollicitations, rien n'a bougé et on n'a jamais pu mettre en place cette étude. C'est incompréhensible parce que c'était bénéfique pour tout le monde. C'était bénéfique pour tout le monde, on prenait en charge tout. Et en plus, on avait des malades, surtout qui étaient intéressants parce que... C'était des médecins. C'était des médecins qui étaient capables de s'auto-surveiller, tout en étant surveillés aussi par des collègues. Donc c'était le cas de figure idéal, bien sûr. Comment expliquez-vous ce refus ? On n'a pas d'écrit, on n'a pas de réponse, en fait. On a eu beaucoup de blocages, mais on n'a pas... À quel niveau ? Sanofi n'avait pas l'autorisation de libérer les lots. Ah, finalement, Sanofi France n'a pas eu l'autorisation de vous passer les lots. Sanofi nous disait, si la DGS nous donne le feu vert de vous donner 1000 lots, 1000 boîtes d'hydroxychloroquine, on vous les donne. La Direction générale de la santé, c'est bien ça. Donc c'est elle qui a bloqué. C'est-à-dire que la Direction générale de la santé bloquait la libération d'hydroxychloroquine. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de réponse, comment vous réagissez ? Là, on se dit, il y a beaucoup de choses anormales qui se passent. Donc du coup... On crée le collectif Laissons les médecins prescrire et on va, alors sur le plan médical, on va se débrouiller pour traiter nos patients et même nos confrères autrement, puisqu'on n'a plus d'hydroxychloroquine sous la main, donc on va traiter, pour beaucoup, on va utiliser quand même l'azithromycine qui montrera une efficacité. Il y a des médecins étrangers qui rejoignent aussi le collectif, suisses, espagnols, belges, qui eux nous renvoient des informations de leur pays. Donc là, on se dit non seulement c'est anormal ce qui se passe en France, mais c'est bizarre parce que il y a des choses qui se passent aussi dans d'autres pays de façon aussi déraisonnable, irrationnelle. Et puis, petit à petit, on va s'apercevoir que les médecins reçoivent les mêmes messages, les citoyens aussi, qu'il y a quelque chose qui se passe mondialement, en fait, et qu'on n'est pas dans une problématique purement française. Ces médecins, ils reçoivent quoi comme message ? C'est ne vous occupez pas des patients, les patients vont être pris par les médecins de médecine libérale, hein. Oui, les médecins sont court-circuités, ne prescrivez pas l'hydroxychloroquine. Les messages qui venaient d'où ? Des autorités de santé des différents pays. Okay. Et puis blocage au niveau des pharmacies. Et tout était quand même bien verrouillé, quoi. Tout était bien verrouillé et même
Avec le temps, on a même pu, par moment, plus avoir accès à l'azithromycine. Voilà. Et on a compris, grâce à des pharmaciens, que les lots étaient préemptés et que il y a eu une sorte de rupture organisée de l'azithromycine en ville. On le vit très mal, parce que, bon, surtout quelqu'un comme moi, j'ai 60 ans, donc j'ai à peu près toujours pu exercer la médecine comme je le sentais. J'ai la conscience que chaque patient est une personne particulière, donc il faut adapter la prise en charge, le soin à chaque personne. Donc là, tout d'un coup, vous avez un truc qui vous tombe dessus comme ça, que vous auriez même jamais pu envisager. Et puis, en face, vous avez des patients, vous avez des familles qui sont en panique. Il y a des gens qui vont mal. Vous apprenez que vos confrères certains sont hospitalisés, vont pas bien. Vous réfléchissez, vous comprenez que ça va pas. Voilà. Vous avez perdu des confrères ou heureusement tout le monde s'en est bien sorti? Ben non, il y a énormément de confrères qui sont décédés. Énormément. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'on a chanté toute la médecine libérale. Et on a parlé éventuellement des médecins morts à l'hôpital, etc. Mais c'est plus de 10 fois plus dans le monde libéral. C'est criminel d'avoir désarmé la médecine de ville. Parce que si on avait armé les médecins, ils auraient permis l'hydroxychloroquine, puisque Raoult avait montré que ça marchait. Et puis si c'est pas dangereux, et puis s'il y a une épidémie, on essaye si on n'a pas mieux. Il n'aurait pas interdit les laboratoires vétérinaires qui s'est proposé de faire des tests. Il aurait permis aux cliniques privées des régions qui étaient embouteillées par leurs services d'urgence hospitaliers de pouvoir accueillir. Toutes les cliniques privées n'ont pas été sollicitées. Et là, ce qui nous interpelle, les médecins libéraux, c'est que, à compter du 1er octobre, la Direction générale de la santé nous a dit qu'elle ne nous attribuerait plus aucun matériel. Et moi, ce qui me choque, c'est que la population française ne tilte pas et ne défende pas sa médecine libérale. Ça veut dire que nous n'aurons plus de matériel, du tout. Pour quelle raison, encore une fois? Est-ce qu'il y a une raison qui motive Là, il faut que vous posiez la question à M. Véran. Le masque ne peut être retiré que temporairement, et j'ai bien dit temporairement, afin de vous restaurer. Par contre, pour les petits malins qui gardent un paquet de chips ou une bouteille devant eux pour systématiquement, lorsque l'on passe, avoir quelque chose dans la bouche, vous savez, ça fait 4 mois que ça dure et on commence à avoir l'habitude, donc ça ne marche plus. Je vous rappelle quand même que nous sommes habilités à dresser des contraventions pour non-port du masque. Merci de votre attention. Nous sommes tous sous emprise, surveillés. La délation devient un mode de communication. Cette épidémie est vraiment différente. En réalité, elle n'est pas si différente des autres. Ce qui est différent, c'est son traitement. Il se trouve qu'à l'époque, je me souviens qu'il était pratiquement interdit de faire des comparaisons avec les épidémies connues. Dès que les gens ont commencé à parler de choses comme la grippe, c'était carrément interdit de le faire. Et on connaît les épidémies qui se transmettent par aérosol. On les connaît si bien que ça fait 30 ans qu'on les suit, même plus. Les épidémies de grippe, il était donc assez logique de se référer en tout cas à cette connaissance. D'où vient ce refus? Ça, c'est intéressant. Hein. Ce que dit Laurent Toubiana, c'est un point, d'ailleurs, qu'on peut étendre à d'autres choses. Le fait de cadenasser le passé. Et c'est quelque chose, c'est vraiment ce qu'on voit quand vous regardez même ce qu'il se passe en Ukraine. C'est-à-dire que dès qu'on fait des parallèles en disant attention, le néonazisme, ce que ça a pu donner, attention, regardez la réaction américaine au moment de l'installation de missiles communistes du côté de Cuba, regardez le fait que les Américains n'ont pas aimé l'encadrement et donc que ça a failli déclencher une guerre. Enfin, le fait de se référer au passé est aussi devenu un ennemi. Et en matière, dans ce domaine sanitaire et épidémique, c'est très intéressant de voir que ça aussi, c'était interdit. Quand on comparait avec ce qui avait été déjà vécu, on l'avait vu dans les médias, nos amis fact-checkers en première ligne ne cessaient de dire « Ah là là, c'est pas possible, ça n'a rien à voir, c'est tout ça ». Donc c'est intéressant et je pense que c'est un peu un signal qui doit nous alerter dès que une situation se produit, un événement se produit, un événement de cette ampleur, pas un fait divers. Dès que des médias se mettent en ordre pour dire attention, on ne peut pas comparer avec le passé, je pense que du coup, méfiance. Référence à des épidémies passées, parce que quand il y a une épidémie nouvelle avec un virus nouveau, on fait référence à ce que l'on sait, à ce que l'on connaît. Alors, la question du pourquoi, je ne sais pas y répondre.
Nouvelle question, nouveau barrage. J'ai pu donner le moment où elle allait atteindre son pic. J'ai pu donner aussi le moment où elle allait atteindre la fin de l'épidémie. J'ai donné, je l'ai écrit, et je n'ai pas lu ça dans une boule de cristal. Je l'ai déduit de mes connaissances de la maladie. Je le retrouve obligé. Le jour où vous avez la réponse à cela, vous m'appelez. La seule question qui vaille, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer cette surenchère de mesures expérimentales testées pour la première fois, confinement d'une population saine, jamais fait auparavant, port du masque généralisé à des personnes en bonne santé, jamais fait auparavant, port du masque fait à l'extérieur, jamais fait auparavant, accélération d'une procédure de mise au point vaccinale sautant les phases 3 qui n'avaient jamais été faites auparavant. Donc ça doit nécessairement nous interpeller. L'humanité a changé, radicalement. En 2 mois. Elle n'a plus de visage. Pour protéger qui, nos anciens ? Ils ont pourtant été interdits d'hospitalisation pendant le confinement et le nombre de morts a explosé dans les EHPAD. À l'interdiction de l'hydroxychloroquine, les autorités de santé répondent par l'autorisation du Rivotril, jusqu'à la réserver essentiellement aux soins palliatifs. Parce qu'on sait que quand on est âgé avec beaucoup de comorbidités, il y a un risque très important de ne pas sortir de réanimation et que ça peut être beaucoup plus délétère et inconfortable pour une personne âgée d'être en réanimation. Mais moi, je l'ai constaté. Je suis ami avec un médecin qui s'occupe de 3 EHPAD. Et en fait, les hôpitaux de proximité, c'était dans l'Oise, on ne transportait pas les personnes âgées. Vous savez, là, dans les EHPAD, c'est 80 ans et au-delà. Et donc, on a refusé, dans les hôpitaux de proximité, qui n'étaient pas submergés, de transporter ces malades en réanimation. Et personnellement, j'ai bien connu cette affaire avec ma mère en EHPAD sur sa fin de vie. Heureusement qu'elle a pu, elle, aller en réanimation. Elle a fait 2 ou 3 septicémies dans l'année et elle s'en est parfaitement sortie à 90 ans. Donc là, non seulement on ne les a pas emmenés en réanimation, mais on leur a préparé la seringue de Rivotril avec un arrêté à la clé pour les achever complètement, alors qu'ils étaient déjà en détresse respiratoire. Voilà, on finit le 3e bloc, les amis, c'est ça, on arrive au 3e bloc de 25 minutes, ce qui nous fera la transition pour la prochaine fois, ce sera semaine prochaine, sur cette question, effectivement, des personnes âgées, la gestion des EHPAD, qui est une gestion catastrophique, et un élément, en tout cas une analyse qui encore aujourd'hui semble complètement interdite et contredite, qui est celle de l'usage du Rivotril dans les EHPAD, et encore aujourd'hui... Autant certains autres sujets ont pu émerger un petit peu, autant celui-là, pas du tout. Donc voilà, les amis, voilà un petit peu pour cette 3e partie. Ça va vite, mais c'est vrai, je voulais dire, voilà, les émissions sont denses, on passe d'un sujet à l'autre et c'est ça qui est chouette. Les copains, 17h31, voilà, c'est que du plaisir. On a commencé un petit peu plus tôt, on finit un petit peu plus tôt. Je vous donne rendez-vous à 18h pour le nouvel épisode de La Farce Tranquille. Et là, ils ont envoyé du bois. On a du Macron, on a du la France Insoumise, on a du RN avec Bardella. Bardella va-t-il faire une Emmanuel Macron à Marine Le Pen? Je vous en dis pas plus, réponse dans l'épisode. Je mets le lien dans le chat, les copains. Voilà, je vous donne rendez-vous demain 16h45, voilà, comme d'hab, pour le Juste Bistrot. Et voilà, prenez soin de vous, profitez bien de cet épisode de La Farce Tranquille. J'ai hâte d'avoir vos retours. Vive la rigolade, vive la France, les copains, et à demain.